Décidément, tout le monde n'est pas fait pour recevoir, a ricané ma belle-mère, Martine, juste après m'avoir fait un croche-pied. Le plat en porcelaine s'est écrasé au sol dans un bruit assourdissant. Mon beau-frère a éclaté de rire. Mon mari, Julien, est resté de marbre, incapable du moindre geste. À cet instant précis, humilié devant toute ma belle famille, j'ai su que quelque chose s'était brisé pour toujours. Pas seulement la vaisselle. Mais il ne s'attendait pas à la tempête qui allait suivre, et surtout, il ne se doutait pas de qui serait mon allié inattendu. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce désastre, il faut remonter quelques semaines en arrière, à ce fameux mardi matin. Avant de plonger dans les détails de ce cauchemar, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de penser que nous pouvons partager nos histoires à travers le monde. Tout a commencé par un message sur mon téléphone. Il était 8h07. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ». Juste une phrase, sèche comme un ordre militaire. C'était Martine, ma belle-mère. Ton frère Thomas et Chloé rentrent de la Réunion le week-end prochain. Tu prépares un grand dîner pour fêter leur retour. La liste des exigences est dans l'application. J'ai relu le message 2 fois. Exigence. Pas suggestion, pas idée. Exigence. Martine n'est pas le genre de femme qui demande de l'aide. Elle assigne des tâches, comme un PDG distribue des blâmes. Je suis Amélie, j'ai 34 ans, et je suis graphiste freelance. J'aime mon indépendance, ma créativité, et ma cuisine est mon sanctuaire. Un lieu de paix que ma belle-mère s'apprêtait à transformer en champ de bataille. J'ai glissé le téléphone sur la table du petit déjeuner, vers mon mari, Julien. Il l'a lu, a cligné des yeux comme s'il lisait la météo, et me l'a rendu. Oh, tu connais maman, a-t-il dit avec un haussement d'épaule. Elle veut juste que tout soit parfait pour le retour de Thomas. Et puis, entre nous, tu cuisines bien mieux qu'elle. Cette dernière phrase était censée être un compliment, une caresse pour apaiser la situation. Mais elle était usée, paresseuse. C'était la phrase qu'il me servait depuis 10 ans pour excuser le comportement de sa mère. C'était sa configuration par défaut, calmez Amélie, excusez maman. Thomas, c'est le fils prodige. L'aîné, celui qui avait décroché un contrat en or d'1 an sur l'île de la Réunion. Pendant 12 mois, Martine n'avait parlé que de ça, comme s'il avait découvert une nouvelle planète. Maintenant qu'ils étaient de retour, avec Chloé, sa femme, enceinte de 6 mois, il fallait un banquet royal. Et bien sûr, c'était à moi que revenait cet honneur. Par curiosité morbide, j'ai ouvert l'application de liste partagée. L'événement était là, en lettres capitales, dîner bienvenue Thomas et Chloé. Hôte, Amélie. Et puis, la liste. Oh, cette liste. Gigot d'agneau de Sisteron, 3 kilos minimum, cuisson rosée parfaite. Gratin dauphinois, recette familiale de sa grand-mère, sans ail et surtout sans fromage. Haricots verts extra fins, cuisson à l'anglaise. Une bouteille de cidre bio de Normandie pour Chloé, la femme enceinte. Et le clou du spectacle, servir Thomas dans les assiettes en porcelaine de Limoges à liseré doré. La liste continuait encore et encore, chaque ligne étant une brique de plus dans le mur de pression qu'elle construisait autour de moi. Ce n'était pas une simple liste de courses, c'était un contrat, un cahier des charges impossible à tenir. Chaque plat était un test potentiel, chaque cuisson un jugement. La pression financière d'un tel repas était énorme, mais cela ne semblait effleurer personne. J'ai soupiré, sentant déjà la fatigue m'envahir. La simple lecture de cette liste m'avait épuisé. J'aimais recevoir, j'aimais cuisiner pour ma famille. Mais ça, ce n'était pas recevoir. C'était une performance. Une audition pour le rôle de la belle-fille parfaite que je n'obtiendrai jamais. J'ai regardé Julien, qui sirotait son café en lisant les nouvelles sportives, complètement détaché de mon angoisse. Ça va être beaucoup de travail, ai-je dit, espérant une lueur de soutien. Il a levé les yeux de son téléphone. Je sais, mais tu gères toujours, chérie. Tu es la meilleure. Et il a replongé dans son écran. J'étais seule. Complètement seule face au monstre logistique et émotionnel qui se préparait. Ce que je ne savais pas encore,
c'est que la liste n'était que l'apéritif. Le plat de résistance de mon humiliation n'allait pas tarder à être servi, et il serait bien plus amer que je ne l'aurais jamais imaginé. 2 jours plus tard, la sonnette a retenti à 9h10 précise. Pas de message pour prévenir. C'était Martine, bien sûr. Manteau déjà retiré, un grand classeur à la main, elle s'est invitée dans mon entrée avec l'assurance d'un propriétaire. Je me suis dit que j'allais passer pour t'aider à préparer, a-t-elle annoncé d'un ton enjoué qui sonnait faux. Ce grand dîner demande de l'organisation. Par « aider », elle voulait dire « inspecter ». Par « organisation », elle entendait « imposer la sienne ». Elle a marché directement vers ma cuisine, son sanctuaire devenu son territoire. Elle a posé son classeur sur mon îlot central, l'ouvrant avec un claquement sec. Il était rempli de fiches, de tableaux, de plans de table. C'était le quartier général de son opération, dîner parfait. Son premier arrêt fut mon garde-manger. Elle l'a ouvert, a scruté mes étagères avec un regard critique, reniflant mes épices, jugeant mes conserves. Elle a ensuite attrapé une tête d'ail que j'avais sortie pour une autre recette. Elle l'a brandie entre 2 doigts, comme une pièce à conviction dans un procès. J'espère que ce n'est pas pour le gratin dauphinois, Amélie? Sa voix était faussement douce. J'en mets habituellement une gousse frottée au fond du plat, ça donne un peu de... Non, m'a-t-elle coupé. Thomas déteste l'ail dans le gratin. Il a toujours détesté. La recette de sa grand-mère n'en a jamais contenu. Elle ne demandait pas, elle décrétait. C'était sa cuisine, ses règles, ses souvenirs. Ensuite, ce fut le tour de mon frigo. Elle l'a ouvert et a commencé à réorganiser mes produits. Le beurre doux ici, le demi-sel là. Il ne faut pas les confondre. Puis son regard s'est posé sur le petit pot de safran que j'avais acheté la veille chez un épicier fin. C'était un petit luxe, un ingrédient clé pour la paella que je comptais faire pour notre déjeuner, à Julien et moi, le lendemain. C'était un plat qui n'avait rien à voir avec son dîner, un petit plaisir juste pour nous. Martine a pris le petit pot, l'a dévissé et l'a porté à son nez. Elle a froncé les sourcils avec un dégoût théâtral. Oh là là! Ça sent le renfermer, ton truc. Il doit être périmé. Mais non, c'est impossible, je viens de l'acheter hier, ai-je protesté, le cœur serré. C'était du safran de la meilleure qualité, son parfum était puissant et floral. L'odorat d'une femme enceinte est très sensible, ma chère, a-t-elle dit en se tournant vers moi, comme si elle me faisait une faveur. On ne peut prendre aucun risque avec Chloé. Et avant que je puisse réagir, elle s'est dirigée vers la poubelle et a jeté le pot à l'intérieur. Le petit bruit du verre heurtant le fond de la poubelle a résonné dans mon crâne. Elle a ensuite tapoté mes mains avec un sourire condescendant. Ne t'inquiète pas, c'est une erreur qui arrive. Mais mieux vaut prévenir que guérir. J'étais sidérée. Ce n'était pas une erreur. C'était un acte de sabotage délibéré. Elle savait que je n'aurais pas le temps de retourner chez cet épicier spécialisé avant le week-end. Elle avait non seulement critiqué mes choix, mais elle avait physiquement détruit une partie de mes plans, même ceux qui ne la concernaient pas. C'était une démonstration de pouvoir. Elle voulait me montrer qui était la chef, qui contrôlait cet espace. Le drame familial prenait une nouvelle tournure, plus personnelle, plus vicieuse. Pendant que je restais là, bouche bée, elle était déjà passée à autre chose, feuilletant son classeur. Bon, parlons du plan de table. Il est impératif que Thomas soit en bout de table, face à son père. C'est la place d'honneur. Elle a continué à débiter ses instructions pendant 1 heure, sur la température de service des vins, le pliage des serviettes, l'argenterie à utiliser. Je n'étais plus la maîtresse de maison. J'étais une simple exécutante, une employée dans ma propre cuisine. Chaque mot qu'elle prononçait était un coup de poignard dans mon amour-propre. Elle ne se contentait pas de m'imposer un menu, elle sapait ma confiance, mon autorité, mon identité. Alors que je la regardais faire, un sentiment de malaise profond s'est installé en moi. Je sentais qu'elle préparait quelque chose, que ce dîner n'était pas seulement une fête de famille. C'était une mise en scène, et j'avais le mauvais pressentiment que j'étais destinée à jouer le rôle de la catastrophe. Et j'avais raison. Ce n'était que le début de sa stratégie pour me briser. Ce qui allait suivre dépassait tout ce que j'aurais pu craindre. L'après-midi, après le départ de Martine,
mon téléphone a sonné. C'était Chloé. Sa voix douce et toujours un peu hésitante était un baume après la tornade que je venais de subir. Salut Amélie, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Martine m'a appelé tout à l'heure. Laisse-moi deviner, ai-je dit avec un soupir. Elle t'a dit de bien te reposer et de ne pas lever le petit doigt? Un petit rire gêné s'est fait entendre à l'autre bout du fil. Oui, exactement. Elle m'a dit que je devais préserver mon aura de future maman. Mais, elle est très intense, non? J'ai essuyé mes mains sur un torchon. Intense est un mot faible, Chloé. Elle n'arrête pas de me poser des questions étranges, a continué Chloé. Sur l'allaitement, si je compte suivre un programme strict, si j'ai lu les mêmes livres de puériculture qu'elle dans les années 80. Et puis elle n'arrête pas de fixer mon ventre, c'est déstabilisant. Je pouvais parfaitement imaginer la scène. Martine, scrutant le ventre de Chloé comme s'il s'agissait de son projet personnel, la nouvelle génération de la perfection familiale. Chloé était devenue la nouvelle norme, le standard auquel je ne correspondais manifestement pas. Elle était douce, gracieuse, et surtout, elle portait le futur petit enfant de Martine. Elle était intouchable. Il y a eu un silence, puis Chloé a ajouté, d'une voix encore plus basse, elle m'a aussi dit quelque chose, d'un peu bizarre. Elle a dit que c'était une chance que Thomas ait épousé une femme avec une féminité classique, qui comprend l'importance de soutenir la carrière de son mari. Le coup a été direct, précis. Je suis restée silencieuse, le cœur battant. Je n'avais pas besoin de lui demander ce que ça voulait dire. Je le savais. Féminité classique était le code pour « pas comme toi, Amélie ». Pas comme la femme qui avait sa propre entreprise, ses propres ambitions, qui ne vivait pas dans l'ombre de son mari. Pour Martine, mon indépendance n'était pas une qualité, c'était un défaut, une anomalie. Ce conflit de génération était au cœur de notre relation. Elle voyait en moi une menace à son ordre familial traditionnel. Je suis désolée, Amélie, a murmuré Chloé. Je n'aurais peut-être pas dû te le dire. Non, tu as bien fait, ai-je répondu, essayant de garder une voix stable. Je préfère savoir. Au moins, les choses sont claires. Mais elles ne l'étaient pas. C'était une guerre psychologique, faite de sous-entendus et de comparaisons toxiques. Martine ne m'attaquait jamais de front. C'était toujours par la bande, en utilisant les autres comme des pions. Elle me dévalorisait en encensant Chloé, elle critiquait mon mode de vie en faisant l'éloge du sien. Chaque conversation était un champ de mine. J'ai raccroché, le moral à zéro. Je me sentais complètement seule. Julien ne voyait rien, ou ne voulait rien voir. Chloé était gentille, mais elle était prise au piège, soucieuse de ne pas faire de vagues. Mon beau-père, Henri, était un fantôme dans sa propre maison. J'étais seule face à elle. J'étais assise dans ma cuisine, le silence soudain assourdissant. Je regardais le vide, me sentant piégée. Comment pouvais-je continuer à vivre comme ça, à faire semblant que tout allait bien, à sourire poliment pendant que ma propre belle-mère sapait activement mon estime de moi? La santé mentale est une chose fragile, et je sentais que la mienne était mise à rude épreuve par cette dynamique familiale toxique. Je me suis sentie tellement impuissante à ce moment-là. Je me suis demandé ce que les autres feraient à ma place. Honnêtement, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous confronté Martine directement? En auriez-vous parlé à votre mari, en risquant une énorme dispute? Ou auriez-vous serré les dents et enduré, pour préserver une paix familiale déjà bien fragile? Dites-le moi dans les commentaires, car à ce moment-là, je n'avais aucune idée de la bonne stratégie à adopter. J'étais perdue. Cette conversation avec Chloé a été un tournant. J'ai compris que ce dîner n'était pas juste un repas. C'était une arène. Et Martine avait bien l'intention de me jeter au lion. La rage a commencé à monter en moi, une rage froide et silencieuse. Si elle voulait la guerre, elle allait la voir. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la prochaine attaque de Martine serait bien plus publique, bien plus humiliante que tout ce que j'avais enduré jusqu'à présent. Le samedi soir est arrivé, et avec lui, une tension si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. La maison sentait bon le gigot d'agneau et le romarin, le gratin dauphinois dorait doucement dans le four. J'avais mis les petits plats dans les grands, malgré tout. Une partie de moi, la partie stupide et optimiste, espérait encore que la soirée se passerait bien.
Ils sont arrivés à 19h30 précise. Thomas est entré le premier, le torse bombé, le sourire éclatant de celui à qui tout réussit. Il était bronzé, sûr de lui, et dégageait cette aura de suffisance propre au fil préféré. Martine rayonnait à ses côtés, comme si elle venait de lui donner naissance une seconde fois. Mon fils est rentré à la maison, a-t-elle claironné à qui voulait l'entendre. Et bientôt un bébé. Je suis la mère la plus chanceuse du monde. Julien se tenait à côté d'elle, souriant vaguement. Un accessoire. Un figurant dans le film de la vie de son frère. Chloé, adorable dans une robe crème qui mettait en valeur son ventre rond, a été immédiatement installée dans le fauteuil le plus confortable du salon. On lui a apporté un coussin, une couverture, son fameux cidre bio. Thomas, lui, a eu droit à la meilleure place, celle avec la vue sur le jardin. Henri, mon beau-père, s'est assis dans son coin habituel, silencieux comme une pierre, déjà plongé dans son journal. Et moi? J'étais invisible. J'ai apporté les amuse-gueules que j'avais passé des heures à préparer. Personne ne m'a remercié. Mes mains tremblaient légèrement en servant les verres. L'ambiance était centrée sur Thomas. Ses anecdotes sur la réunion, ses succès professionnels, ses projets futurs. Chaque phrase était accueillie par des « oh » et des « ah » d'admiration de la part de sa mère. J'ai fait des allers-retours incessants entre la cuisine et le salon, comme une serveuse dans mon propre foyer. Julien errait entre les deux pièces, l'air perdu, comme un témoin de mariage qui aurait oublié son rôle. Il ne m'a pas proposé son aide une seule fois. Il ne m'a même pas jeté un regard de soutien. C'était comme si le simple fait d'être là, de respirer le même air que son frère le héros, suffisait à son bonheur. Puis est venu le moment de la deuxième attaque de Martine. Elle s'est levée avec un air mystérieux et est revenue du couloir avec une boîte à gâteaux d'une célèbre pâtisserie lyonnaise. Elle l'a posée bien en évidence sur le buffet du salon. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» a demandé Thomas. Martine a ouvert la boîte avec un geste théâtral, révélant une magnifique tarte tatin, caramélisée à la perfection. Elle a souri, son regard se posant une seconde sur moi. « Oh, juste une petite sécurité » a-t-elle dit d'une voix assez forte pour que tout le monde entende. On ne sait jamais, avec tout le stress de la préparation, un petit accident est si vite arrivé. Je me suis dit qu'il valait mieux avoir un dessert de secours au cas où. Le silence qui a suivi a été glacial. C'était une gifle. Une humiliation publique. Devant tout le monde, elle venait de sous-entendre que ma cuisine, ma capacité à gérer ce dîner, n'était pas fiable. Elle avait non seulement prévu, mais presque souhaité mon échec. Elle avait apporté la preuve matérielle de son manque de confiance en moi. J'ai senti le sang me monter aux joues. J'avais passé la matinée à préparer une mousse au chocolat et aux framboises, la recette préférée de Thomas quand il était enfant. Un geste d'affection, un effort pour lui faire plaisir. Et elle venait de le balayer d'un revers de main, le remplaçant par une pâtisserie industrielle, symbole de mon incompétence supposée. J'ai croisé le regard de Chloé, qui avait l'air profondément mal à l'aise. Julien, lui, a simplement ri. « Maman, tu exagères toujours » a-t-il lancé, sans comprendre la méchanceté de l'acte. Pour lui, ce n'était qu'une excentricité de plus de sa mère. Pour moi, c'était une déclaration de guerre. J'avais envie de prendre sa stupide tarte et de la jeter par la fenêtre. J'avais envie de crier. Mais je me suis contentée de serrer les poings dans mon dos, et j'ai dit d'une voix que j'espérais neutre, « C'est une très bonne idée, Martine. On n'est jamais trop prudent. » Mon cœur battait à tout rompre. Elle avait réussi. Elle m'avait touché. Mais je n'avais aucune idée que le plat principal de son plan diabolique était encore à venir. Et il allait être bien plus dévastateur qu'une simple tarte. L'heure du dîner a sonné. J'ai fait signe à tout le monde de passer à table. J'ai pris une grande inspiration dans la cuisine. Allez, Amélie, plus que quelques heures à tenir. J'ai sorti le gigot d'agneau du four. Il était magnifique. La peau était dorée et croustillante, l'odeur des herbes de Provence et de l'ail rôti emplissait la pièce. Je l'ai délicatement posé sur le grand plat de service en porcelaine de Limoges, celui au liseré doré, le fameux plat réservé au roi Thomas. Alors que j'ajoutais quelques brins de romarin frais pour la décoration, Martine est apparue à mes côtés, comme un fantôme.
Elle a inspecté le plat avec un regard d'expert. N'oublie pas, a-t-elle murmuré, comme si elle me confiait un secret d'État, Thomas mange sur l'assiette au liseré doré. C'est la tradition. Tu me l'as déjà dit. Plusieurs fois, ai-je répondu, ma patience à bout. Elle m'a gratifié d'un sourire pointu. La répétition est la base de la pédagogie, ma chère. Elle est repartie vers la salle à manger, me laissant avec mon cœur qui battait la chamade. J'ai attrapé le plat lourd et chaud avec 2 maniques. Il pesait 1 tonne. Je me suis concentrée, marchant lentement, pas à pas, hors de la cuisine. Le couloir était un peu étroit. D'un côté, le mur. De l'autre, la grande cheminée en pierre du salon. La salle à manger était juste après. Je pouvais entendre les rires et les conversations. J'entendais Thomas raconter une anecdote de plongée sous-marine. J'entendais Julien rire plus fort que les autres. Personne ne prêtait attention à moi, à l'effort que je faisais pour leur apporter ce repas. Alors que je passais devant la cheminée, Martine, qui était censée être déjà à table, est soudainement apparue à ma gauche. « Fais attention, c'est le moment crucial, la pièce maîtresse », a-t-elle dit avec un sourire étrange. « Je gère, Martine, ai-je soufflé, les bras tremblants sous le poids. »« Sois prudente », a-t-elle ajouté, sa voix pleine d'une fausse sollicitude. Thomas mérite un peu d'élégance. Et puis, tout s'est passé très vite. Un mouvement rapide, calculé. Elle a fait un pas en arrière, directement sur ma trajectoire. Son talon a heurté le mien. Un croche-pied. Subtil, presque invisible, mais parfaitement efficace. J'ai trébuché. Mon corps a basculé en avant. Le plat a glissé de mes mains. Le temps a semblé s'arrêter. J'ai vu le gigot d'agneau s'envoler, décrivant une parabole tragique avant de s'écraser sur le tapis persan. J'ai entendu le bruit déchirant de la porcelaine de Limoges, l'héritage familial, explosant en 1000 morceaux. La sauce a giclé partout, maculant le tapis, le bas du canapé, et même le pantalon de Henri, qui n'a même pas levé les yeux de son journal. Un silence de mort est tombé sur la pièce. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Thomas a étouffé un rire nerveux. Chloé a mis une main sur sa bouche, horrifiée. Julien n'a pas bougé. Pas un muscle. Il est resté assis, regardant la scène, comme si c'était un film. J'étais là, debout au milieu du désastre, les bras vides, les mains brûlantes à cause du plat chaud. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Et c'est là que Martine a porté le coup de grâce. Elle a baissé les yeux sur les débris, puis les a relevés vers moi. D'une voix forte et claire, pour que personne ne puisse en manquer une miette, elle a déclaré, avec un air de fausse pitié, « Décidément, tout le monde n'est pas fait pour recevoir. » Le rire étouffé de Thomas s'est transformé en un vrai rire gêné. Julien n'a toujours pas bougé. Chloé me regardait avec des yeux pleins de pitié. C'était ça. C'était son plan depuis le début. Le sabotage du safran, le dessert de secours, et maintenant, l'humiliation finale. Elle ne voulait pas un dîner parfait. Elle voulait ma chute. Publique. Spectaculaire. À cet instant, dans ce silence assourdissant, quelque chose à l'intérieur de moi s'est brisé, puis s'est reformé, plus dur, plus froid, plus fort que jamais. Ils voulaient un spectacle ? J'allais leur donner la performance de leur vie. Je suis resté immobile pendant 1 seconde, peut-être 2. J'ai absorbé la scène. Le regard triomphant de Martine. Le rire stupide de Thomas. L'inertie glaçante de mon mari. Le désarroi de Chloé. Et l'indifférence totale de mon beau-père. Un tableau de famille parfait. Un chef-d'œuvre de dysfonctionnement. La chaleur de la honte a commencé à monter à mes joues, mais elle a été immédiatement remplacée par une vague de colère glaciale. C'était fini. Fini de jouer la gentille, la conciliante, la belle fille qui encaisse sans rien dire. Fini de ravaler ma fierté pour maintenir une paix qui n'existait pas. Lentement, j'ai détaché les liens de mon tablier. Il était taché de sauce, de graisse, symbole de toutes les heures que j'avais passées à essayer de leur plaire. Je l'ai laissé tomber au sol, sur les débris du plat et de mes illusions. J'ai levé la tête et j'ai regardé Martine droit dans les yeux. Ma voix est sortie, calme, mais tranchante comme une lame. Vous avez raison, Martine.
Tout le monde n'est pas fait pour recevoir. J'ai marqué une pause, savourant le silence tendu. Mais tout le monde n'est pas fait non plus pour être un être humain décent. Le sourire de Martine s'est figé. Thomas a arrêté de rire. J'ai continué, ma voix gagnant en assurance. Je ne suis pas votre bonne. Je ne suis pas votre employé. Et je refuse d'être l'actrice de seconde zone dans votre petit théâtre ridicule. Julien s'est enfin levé de sa chaise. Son visage était blême. Amélie, arrête. Ne fais pas de scène. Un rire bref et sans joie m'a échappé. Une scène? La scène a déjà eu lieu, Julien. Le grand final vient de se produire. Si tu veux connaître le nom du metteur en scène, demande à ta mère. Elle est très douée pour chorégraphier les accidents. Je me suis tournée vers la porte d'entrée. Je n'ai pas pris mon sac. Je n'ai pas pris mon manteau. J'ai juste commencé à marcher. Où est-ce que tu vas? A crié Julien, paniqué. Je me suis arrêtée sur le seuil, sans me retourner. Je vais là où on ne me traite pas comme un paillasson. Je vais respirer un air qui n'est pas empoisonné par la méchanceté et la lâcheté. Et je suis sortie. J'ai refermé la porte derrière moi, sans la claquer. Juste un clic sec, final. Le froid de la nuit lyonnaise m'a saisi, mais il était moins glacial que l'ambiance que je venais de quitter. J'ai marché dans la rue, sans destination précise, les larmes ne venant pas. Je n'étais pas triste. J'étais libre. Je sais que beaucoup d'entre vous ont dû ressentir cette envie de tout plaquer, de dire enfin leurs 4 vérités. Racontez-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu une situation où vous avez dû vous défendre de manière aussi radicale. Votre soutien compte énormément. En marchant dans les rues sombres, une seule pensée tournait en boucle dans ma tête. Qu'allait-il se passer maintenant? J'avais fait exploser ma vie de famille. J'avais défié la matriarche. J'avais humilié mon mari. La guerre était déclarée. Je pensais que la pire partie était terminée, que la confrontation était le sommet de la montagne à gravir. Mais j'avais tort. J'ai vite compris que la bataille la plus difficile n'était pas contre Martine. C'était contre l'homme que j'avais épousé, et son incapacité totale à comprendre ce qui venait de se passer. J'avais quitté la maison, mais je n'avais pas encore échappé à leur emprise. Loin de là. Le téléphone dans ma poche a commencé à vibrer. C'était Julien. Je n'ai pas répondu. Il a vibré encore. Et encore. La campagne pour me faire revenir, pour calmer les choses, venait de commencer. Et elle allait être bien plus insidieuse que je ne le pensais. Je n'ai pas erré longtemps dans les rues. J'ai fini par appeler mes parents. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup expliquer. Le ton de ma voix a suffi. Je peux venir dormir chez vous ce soir? 20 minutes plus tard, j'étais dans leur petit appartement chaleureux du quartier de la Croix-Rousse. Il n'y a pas eu de questions inquisitrices. Ma mère m'a simplement prise dans ses bras, m'a préparé une tisane et m'a dit, la chambre d'amis est prête. Ne t'inquiète de rien cette nuit. Mon père m'a tapoté l'épaule, un geste rare de sa part, qui en disait long. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais en sécurité. Loin du jugement, loin de la performance. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. J'étais dans un état de choc, mon cerveau rejoint la scène en boucle. La chute, le bruit, le sourire de Martine, l'immobilité de Julien. C'était surtout ça qui me hantait. Son inaction. Ce n'était pas de la surprise, c'était de la paralysie volontaire. Il avait choisi son camp en ne choisissant pas. Le lendemain matin, j'ai regardé mon téléphone. Il y avait une avalanche de messages. Tous de Julien. Pas un seul des autres. Le premier, envoyé juste après mon départ, « Où es-tu? C'est ridicule. Reviens. » Le deuxième, 10 minutes plus tard, « Tu mets tout le monde mal à l'aise. Maman est bouleversée. » Le troisième, 1 heure plus tard, la colère laissant place à une tentative de manipulation. Ce n'était pas sa faute, Amélie. C'était un accident. Tu as surréagi. Reviens, s'il te plaît, on peut en parler. Pas une seule fois il n'a demandé, est-ce que tu vas bien? Pas une seule fois il n'a dit, je suis désolé. Son seul souci était de gérer la crise, de nettoyer les apparences, de me faire rentrer dans le rang pour que le confort de sa famille soit restauré.
Mon bien-être, mon humiliation, tout cela était secondaire. La déception était si profonde qu'elle en devenait physique. C'était comme une lourdeur dans ma poitrine. J'ai ignoré les messages. Vers midi, il a laissé un message vocal. Sa voix était douce, mielleuse, essayant de paraître triste et conciliante. C'était la voix qu'il utilisait quand il voulait que je cède. Amélie, c'est moi. Écoute, j'ai parlé à maman. Elle est dévastée. Elle jure que ce n'était pas intentionnel, juste un mauvais timing. Elle dit qu'elle a reculé et qu'elle ne t'avait pas vu derrière elle. Elle se sent horriblement mal. Moi aussi. J'aurais dû faire quelque chose, j'ai été pris de court. S'il te plaît, rentre à la maison. On peut surmonter ça ensemble. Ensemble. Le mot sonnait creux, faux. Autrefois, cette voix, cette promesse de surmonter ça ensemble aurait fonctionné. J'aurais soupiré, j'aurais mis ma colère de côté, et je serais rentrée pour jouer mon rôle de pacificatrice. Mais quelque chose avait changé en moi. Le voile s'était déchiré. Je voyais clair, pour la première fois. Je voyais le schéma de manipulation, le gaslighting. On me faisait croire que j'avais surréagi, que ma perception de la réalité était fausse. Mais mon instinct, la douleur vive de l'humiliation, me disait la vérité. Ce n'était pas un accident. J'ai éteint mon téléphone. J'avais besoin de silence. J'ai passé le reste de la journée à aider ma mère à trier de vieilles photos, une activité simple et apaisante. Le lendemain, silence radio. Pas de message, pas d'appel. J'ai imaginé qu'il tenait un conseil de famille, élaborant une nouvelle stratégie. Je n'avais pas tort. Le troisième jour, en fin de matinée, on a frappé à la porte de mes parents. Mon cœur a fait un bond. Je suis allée ouvrir, m'attendant à voir Julien, l'air contrit. Mais ce n'était pas lui. C'était Martine. Elle se tenait sur le paillasson, un bouquet de roses bon marché encore emballé dans le plastique du supermarché à la main. Et derrière elle, l'air penaud, emmitouflé dans un manteau trop grand pour elle, se tenait Chloé. Le choc de les voir là, sur le seuil de mon refuge, était immense. La confrontation que j'avais essayé d'éviter venait de me rattraper. Martine avait décidé de déplacer le champ de bataille sur mon propre terrain. Je me suis adossée au cadre de la porte, croisant les bras. La trêve était terminée. Que allait-elle dire? Quelles nouvelles excuses, quels nouveaux mensonges avait-elle préparés? Et pourquoi avoir entraîné Chloé dans cette histoire? J'étais sur le point de le découvrir. Amélie, commença Martine, sa voix empreinte d'une gravité artificielle. Je voulais te présenter mes excuses en personne. Je l'ai regardé, un sourcil levé. Tiens donc. C'est une nouveauté, ai-je lâché, plus sèchement que prévu. Un léger rictus a crispé ses lèvres. Tu es en colère. Je peux le comprendre. Mais je veux juste arranger les choses. Arranger les choses? En débarquant sans prévenir chez mes parents? Vous avez un vrai talent pour vous imposer, décidément. Elle a tressailli, mais a continué, imperturbable. Ce soir-là, c'était une erreur. Un accident stupide. J'ai perdu un instant la notion de l'espace, je ne savais plus où je me trouvais. J'ai éclaté d'un rire sans joie. Vous? Perdre la notion d'un seul détail? Martine, vous suivez à la trace la marque de yaourt préférée de Chloé. Vous n'avez jamais rien perdu de vue de toute votre vie. Je ne voulais pas te faire tomber, a-t-elle insisté, sa voix devenant plus plaintive. J'étais juste prise dans l'effervescence du moment. C'est à ce moment-là que Chloé, qui était restée silencieuse jusque-là, s'est raclée la gorge. Tous les regards se sont tournés vers elle. Elle ne raconte pas toute l'histoire, Amélie. Martine s'est retournée brusquement vers sa belle-fille. Chloé, reste en dehors de ça. Mais Chloé a levé une main et a fait un pas en avant. Son visage était pâle, mais sa voix était ferme. Non. C'est assez. Amélie mérite de savoir la vérité. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux pleins de regrets. Après ton départ, ce fut le chaos. Martine, elle a essayé de me faire prendre ta place. Elle a ramassé ton tablier par terre, me l'a tendu et a dit, bon, il est temps que quelqu'un de compétent prenne les choses en main.
Comme si je devais hériter de ta cuisine. Comme si c'était une couronne. J'étais abasourdie. Elle a dit ça? Oui, a confirmé Chloé. C'était surréaliste, malsain. Elle a commencé à me donner des ordres sur la façon d'emballer les restes ou ranger les dessous de plats. J'ai fini par fondre en larmes dans le couloir. C'était trop. Julien n'a rien dit, il regardait juste ses pieds, l'air mal à l'aise. Je n'essayais que de sauver la soirée, s'est défendue Martine, la voix tremblante de rage contenue. Non, a dit Chloé calmement. Vous essayiez de transférer le contrôle. De prouver que Amélie était remplaçable. Le silence est retombé, lourd de sens. Tout ce que j'avais suspecté, tout ce que j'avais ressenti, était vrai. Je n'étais pas paranoïaque. Chloé a continué, son récit donnant enfin un sens au silence des autres. Thomas a trouvé que je pleurais. Quand je lui ai raconté, il est devenu furieux. Pas contre toi, Amélie, mais contre sa mère. Il lui a dit qu'elle avait dépassé toutes les bornes et qu'elle avait gâché le retour de sa famille. Et puis, il est allé voir son père. C'était l'élément qui me manquait. L'intervention d'Henri, l'homme invisible. Henri, qui n'avait pas dit un mot de la soirée, a poursuivi Chloé, a simplement plié son journal. Il s'est levé. Il a regardé Martine et lui a dit d'une voix glaciale, « Tu as déshonoré cette maison. » Puis il a pris ses clés de voiture, a dit qu'il allait passer quelques jours chez sa sœur à Grenoble, et il est parti. Sans un regard en arrière. L'action silencieuse de mon beau-père avait été plus puissante que n'importe quel cri. C'était un vote de défiance. Un abandon. C'est ça qui a tout changé, a conclu Chloé. Quand Thomas a vu ça, il a dit à Martine que si elle ne venait pas te présenter des excuses sincères, il ne reviendrait pas pour Noël. C'est pour ça qu'elle est là. Pas parce qu'elle le regrette. Mais parce qu'elle a peur de perdre ses fils. La vérité, crue et brutale, flottait entre nous. Les excuses de Martine n'étaient pas un acte de contrition, mais un acte de désespoir stratégique. Elle n'était pas venue pour réparer les torts qu'elle m'avait causés, mais pour réparer les liens qu'elle avait elle-même brisés avec ses fils. J'étais juste un moyen pour arriver à ses fins. Martine semblait avoir rapetissé. Elle serrait son bouquet de fleurs si fort que ses doigts en étaient blancs. « Je ne suis pas venue pour me battre », a-t-elle murmuré. « Alors pourquoi êtes-vous venue ?» ai-je demandé, ma voix maintenant dénuée de toute colère, juste une immense lassitude. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de panique, de vraie peur dans son regard. Que pouvais-je bien répondre à ça? Accepter des excuses forcées pour maintenir une illusion de famille? Ou rester fidèle à la vérité que je venais enfin de découvrir? Vous n'êtes pas venu pour vous battre, ai-je répété doucement. Vous êtes venu parce que votre plan a échoué. Parce que pour la première fois, votre public ne vous a pas applaudi. Vous n'avez pas de remords pour ce que vous m'avez fait. Vous avez des remords parce qu'il y a eu des conséquences pour vous. Martine a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Elle savait que j'avais raison. Toutes ces années, ai-je continué, sentant les mots sortir d'eux-mêmes, je me suis demandé si j'étais folle. Si j'étais trop sensible, paranoïaque. Vous m'avez fait douter de ma propre réalité. Mais ce soir-là, vous avez fait une erreur. Vous avez été trop gourmande, trop théâtrale, et le masque est tombé. Vous n'avez pas brisé que le plat. Vous avez révélé ce que vous avez toujours pensé, que je suis jetable. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. De vraies larmes, cette fois, je crois. Des larmes de défaite. Je ne veux pas perdre ma famille, a-t-elle sangloté. Ce n'est pas une arme que vous pouvez utiliser contre moi, ai-je dit fermement. Pas après des années d'empoisonnement émotionnel au goutte à goutte. Vous m'avez humilié, dans ma propre maison, devant votre fils en or, et vous vous attendiez à ce que je revienne en rampant. Mais voilà le problème, Martine. Il ne s'agissait pas du gigot d'agneau. Il ne s'agissait jamais de la nourriture. Elle a hoché la tête. Je sais. Non, vous ne savez pas. Car si vous saviez, vous auriez arrêté de parler il y a bien longtemps, et vous auriez commencé à écouter. Chloé a posé une main douce sur le bras de Martine. Peut-être qu'on devrait y aller. Martine a tendu maladroitement les fleurs vers moi. Je ne les ai pas prises. Je me suis tournée vers Chloé.
Dis à Thomas que je le remercie d'avoir parlé. Et dis à Henri que j'espère qu'il profite de l'air des montagnes. Puis j'ai refermé la porte, doucement. Sans un mot de plus. Les jours suivants ont été étranges, suspendus dans le temps. Julien s'est présenté chez mes parents, une dernière fois. Il n'avait pas dormi, portait les mêmes vêtements que la veille. Il n'avait pas de fleurs, pas de cadeaux. Juste son désespoir. Je te jure que je ne savais pas qu'elle allait faire ça, a-t-il commencé. Mais quand elle l'a fait, tu as regardé. Tu n'as rien fait. J'ai été paralysée. Je ne savais pas quoi dire. Tu n'avais rien à dire, Julien. Il fallait bouger. Me regarder. Me tendre la main. Me traiter comme un être humain, pas comme un meuble. Les mots sont sortis, calmes et définitifs. Il a fini par admettre, tu as raison. Je t'ai abandonné. Les mots étaient là, enfin. Trop tard pour être utile, mais trop vrai pour être ignoré. Je veux que tu rentres à la maison, a-t-il supplié. Pour aller où? Dans une maison où ta mère se sent libre de me rabaisser? Avec un homme qui la laisse faire? Dans une famille où les excuses n'arrivent que quand l'opinion publique se retourne contre eux? Non, Julien. Je ne suis pas seulement en colère. J'en ai fini. Fini de jouer les gentilles, les martyrs, les pacificatrices. Il m'a regardé, vaincu. Alors, on fait quoi, maintenant? Je ne sais pas ce qu'on fait maintenant, ai-je dit. Mais je sais très bien à quoi ressemble ce qu'on ne fait plus, point. Il est parti sans un mot de plus. Le silence de sa retraite était assourdissant. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée. Écriture de Martine. C'était une excuse, une vraie cette fois. Écrite non pas par peur, mais par solitude. Sa famille l'ignorait, la maison était vide. Tu as été la première à dénoncer ma tyrannie, écrivait-elle, mais tu ne seras pas la dernière. Je suis désolée. Pas parce que j'ai été prise, mais parce que j'ai cassé quelque chose qui ne m'appartenait pas. Toi. Puis, un après-midi, ma mère s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Elle a fait glisser un dossier vers moi. À l'intérieur, il y avait les documents d'un compte épargne. Ton père et moi mettons de l'argent de côté pour toi depuis des années, a-t-elle dit doucement. Pour un jour, au cas où. Je crois que ce jour est arrivé. Ce n'est pas la charité, Amélie. C'est une fondation. Pour que tu puisses te reconstruire, sur tes propres bases. Les larmes me sont montées aux yeux. Ce n'était pas un héritage tombé du ciel. C'était l'amour tangible de mes parents, leur confiance en mon avenir. C'était le début de mon indépendance financière. Ce soir-là, j'ai commencé à regarder les annonces pour des appartements. Un nouveau chapitre commençait. Mais un dernier message, une dernière interaction, allait sceller le passé pour de bon. La recherche d'un appartement est devenue ma nouvelle mission. C'était excitant et terrifiant à la fois. Un soir, en parcourant les annonces, j'ai reçu un email. L'expéditeur, Thomas. Mon premier réflexe a été de l'ignorer. Mais la curiosité l'a emporté. Le message était court. Amélie, je voulais juste te dire que je suis désolée. Désolée d'avoir ri. Désolée de ne pas avoir vu plus tôt à quel point tu portais tout sur tes épaules. Tu as été courageuse, et tu as fait ce que nous aurions tous dû faire depuis des années, tenir tête à ma mère. J'espère que tu trouveras un endroit paisible. Tu le mérites. Thomas. Quelques minutes plus tard, un autre message, de Chloé cette fois, si jamais tu as envie de faire de la pâtisserie avec quelqu'un qui ne jugera jamais l'épaisseur de ta pâte à tarte, je suis là. Prends soin de toi. Ces messages étaient comme un baume sur une blessure encore à vif. Ils ne changeaient rien à la situation avec Julien, mais ils me montraient que je n'étais pas l'ennemi, que ma révolte avait eu un écho positif. J'ai trouvé un petit 2 pièces charmant sur les pentes de la Croix-Rousse, avec un petit balcon donnant sur les toits de Lyon. L'agent immobilier m'a dit que l'endroit avait une bonne énergie. Et c'était vrai. Dès que je suis entrée, je me suis sentie chez moi. Grâce à la fondation de mes parents, j'ai pu verser la caution et payer les premiers mois de loyer, le temps que mon activité de freelance redémarre pleinement. Je suis restée chez mes parents jusqu'à la fin du mois, le temps de signer les papiers et de préparer le déménagement. Pas un mot de Julien.
Juste le silence. Jusqu'à un matin. Un seul message est apparu sur mon écran. On est vraiment fini, tous les deux? J'ai regardé la question pendant un long moment. L'ancienne Amélie aurait douté, aurait senti une pointe de culpabilité. L'ancienne Amélie aurait peut-être répondu. Mais je n'étais plus cette personne. Je n'ai pas répondu. Non pas par cruauté. Mais parce que la réponse avait déjà été donnée. Je l'avais donnée à chaque fois que je m'étais tue pour préserver une fausse paix. À chaque fois que j'avais ravalé une remarque pour éviter un conflit. À chaque fois que j'avais laissé son silence parler plus fort que ma propre intuition. À chaque fois que j'avais accepté d'être moins pour qu'il se sente plus à l'aise. Mon silence, maintenant, était ma réponse la plus forte, la plus claire. Le nouvel appartement sentait la peinture fraîche et le parquet ciré. J'ai acheté un pot de basilic que j'ai mis sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. J'ai recommencé à fredonner en cuisinant. J'ai fait une tarte salée avec une pâte à l'ail, juste parce que j'en avais envie, sans personne pour me juger. Dans un carton, en déballant mes affaires, j'ai retrouvé une vieille enveloppe. C'était la liste des « exigences » de Martine, que j'avais imprimée. Je l'ai regardée, puis je l'ai déchirée en 1000 petits morceaux que j'ai jetés à la poubelle. J'ai aussi retrouvé sa lettre d'excuse. Celle-là, je l'ai gardée. Non pas comme un souvenir précieux, mais comme un avertissement. Parce que la prochaine fois que quelqu'un me dira que je suis douée, avant de me refiler le poids de son monde sur les épaules, je saurai faire la différence entre un compliment et une manipulation. Je saurai faire la différence entre l'amour et le contrôle. Et je refuserai de porter ce qui ne m'appartient pas. Ma reconstruction personnelle passait par là, définir mes limites et protéger mon bien-être. Cette histoire est mon voyage pour retrouver ma voix, mon espace et mon estime de moi. Si elle vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans une partie de mon parcours, n'hésitez pas à la partager. Parfois, le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos combats est le premier pas vers la guérison. Racontez-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé la force de vous reconstruire, de dire non, de choisir votre propre paix. Vos histoires sont importantes. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Prenez bien soin de vous.